Bonjour, je vais tenter de répondre à des questions que tout le monde se pose. Qu'est-ce que le coronavirus, le Covid-19, le SARS-CoV-2? Pourquoi certains sujets, en particulier les jeunes, ont bien moins à craindre et peuvent même être asymptomatiques? Pourquoi les personnes âgées, les obèses et les diabétiques sont plus à risque? Pourquoi les 7 premiers jours ressemblent à un simple rhume et pourquoi la dégradation s'accélère tout d'un coup? Pourquoi peut-il y avoir des différences entre pays? Pourquoi l'hydroxychloroquine seule n'est pas la solution? Pourquoi la combinaison hydroxychloroquine plus azithromycine semble-t-elle fonctionner? En préliminaire aux réponses à ces questions, je tiens à signaler que je ne suis pas un professionnel de santé ni un chercheur et que je n'ai clairement aucune légitimité scientifique ni compétence pour parler de ce sujet. Je m'y suis intéressé comme beaucoup d'entre vous, car il nous touche tous, et je pense que comprendre un petit peu ce qui nous arrive nous aide à traverser cette épreuve, plutôt que de subir l'opacité de ceux qui nous dirigent ou ceux qui sont censés être les spécialistes. Je ne prétends pas, contrairement à d'autres, détenir la moindre vérité, mais simplement exposer un scénario qui me semble tenir la route. À vous de voir si vous partagez ma vision aussi. Et si, à travers cette petite présentation, je peux en informer certains, voire même en inspirer d'autres qui sont responsables de notre recherche et de notre santé, alors mon objectif sera atteint. Commençons par voir qui est qui. Coronavirus. Coronavirus, c'est le terme qui désigne la famille des virus à couronne. Donc, comme celui qui est sur l'illustration ici, qui a une couronne, il appartient donc à cette famille de virus que sont les coronavirus. Le Covid-19, c'est la maladie, celle qui a été découverte en 2019 en Chine et qui a démarré là-bas. Le SARS-CoV-2, c'est un virus, donc de la famille des coronavirus, qui est impliqué dans le Covid-19. Donc à ne pas confondre la maladie Covid-19 qui est causé par le virus SARS-CoV-2, qui est lui-même de la famille des coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'un virus? C'est tout simplement un agent infectieux qui va nécessiter un hôte, une cellule, pour se répliquer. A contrario, une bactérie, c'est un organisme vivant, microscopique. L'hydroxychloroquine, dont on entend beaucoup parler, c'est un médicament avec des propriétés antivirales, donc tout à fait à même de combattre certains virus. L'azithromycine, c'est un médicament antibiotique apte à combattre certaines bactéries. Alors, comment est-ce que le virus SARS-CoV-2 choisit ses hôtes? Eh bien, il est choisi en fonction de ceux qu'il est capable de coloniser, de pénétrer. Donc, il va choisir les cellules dans lesquelles il peut entrer. Et pour pouvoir entrer dans une cellule, il faut qu'il ait en quelque sorte la clé de la serrure de la cellule. Et la clé, c'est ces petites choses que l'on voit à sa périphérie, qui s'appellent des spicules ou des spikes, et qui vont avoir pour capacité d'ouvrir certaines cellules seulement, et donc certaines serrures des cellules seulement. Notre SARS-CoV-2, lui, est capable d'ouvrir les cellules qui sont équipées de récepteurs ACE2. Il va donc les rechercher en priorité pour pouvoir les coloniser. Et comme tout virus, il peut à tout moment muter et s'équiper de nouvelles clés qui vont lui donner accès à des cellules différentes. Que se passe-t-il durant la première phase de la maladie du Covid-19, donc environ pendant les 7 premiers jours? Le virus va pénétrer les voies respiratoires, il va y opérer une attaque relativement bénigne, similaire à un rhume, avec éventuellement un petit peu de fièvre et très peu d'atteinte pulmonaire. Et cette phase, à nouveau, dure environ 7 jours. Pendant ce temps, le sujet est contagieux, puisqu'il va faire des éjections du virus via les sécrétions orales et nasales. Mais ces mêmes sécrétions redescendent aussi dans l'estomac via l'œsophage. Or, il se trouve que les cellules épithéliales des voies digestives ont aussi comme serrure ou comme récepteur la CE2, dont le virus a la clé, comme on l'a vu précédemment. Que se passe-t-il maintenant en phase 2 de la maladie, donc à partir de 7-8 jours?
Une fois qu'il est dans le système digestif, le virus va se combiner avec une bactérie qui est déjà présente dans le microbiote, en quantité plus ou moins importante selon les individus, et qu'on appelle Prevotella. Donc en symbiose, en s'entraidant, ils deviennent beaucoup plus puissants et beaucoup plus virulents, et combinés, ils vont remonter dans le système respiratoire, le nez, la bouche, entre autres, et descendre aussi dans les poumons via les voies bronchiques. Et l'ennemi numéro un devient l'infection bactérienne par la Prevotella et non plus la simple présence du SARS-CoV-2 dans l'individu. En envahissant le système respiratoire et digestif, Prevotella va aggraver très nettement les symptômes et surtout subitement. Entre autres, vont apparaître l'anosmie et la gueusie, donc la perte de l'odorat et du goût, ainsi qu'une fièvre bien plus forte qu'en phase 1. Donc, qui est cette horrible Prevotella? En fait, c'est une bactérie qui est présente la plupart du temps dans notre microbiote et avec laquelle on cohabite très bien. Et sa présence est très variable selon l'âge, le régime alimentaire, le sexe et tout un tas d'autres paramètres. Par exemple, elle est très peu présente, voire complètement absente chez les enfants et chez les jeunes adultes occidentaux. Un régime alimentaire avec des glucides et des fibres va donner une concentration plus forte de Prevotella qu'avec des viandes et des graisses animales. De la même manière, la présence de la Prevotella va augmenter avec l'âge et les personnes âgées ont un microbiote qui est déséquilibré, de même que les obèses et les personnes diabétiques, entre autres, et donc ils vont avoir une concentration plus forte de la bactérie. Cette bactérie est aussi bien connue pour occasionner des problèmes respiratoires très sérieux. Elle est aussi impliquée dans la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune comme le lupus, que l'on traite souvent avec la fameuse molécule d'hydroxychloroquine. Elle est aussi sensible aux antibiotiques, comme l'azithromycine, que l'on retrouve aussi ici. Donc l'hypothèse, c'est qu'on aurait donc affaire non pas à une simple attaque virale, similaire à une petite grippe, mais à une double attaque et virale et bactérienne, qui expliquerait pourquoi certains sujets, en particulier les plus jeunes, ont bien moins à craindre et peuvent même être totalement asymptomatiques, puisqu'ils n'ont pas ou peu de Prevotella dans leur microbiote. Pourquoi, à contrario, les personnes âgées sont les plus à risque, puisque Prevotella va être bien plus présent dans leur microbiote, et pourquoi les 7 premiers jours ressemblent à un simple rhume, puisque pendant cette phase, je vous rappelle que c'est simplement le virus qui est actif et que la Prevotella n'est pas encore rentrée dans la danse. Et pourquoi la dégradation s'accélère tout d'un coup, dans la mesure où le virus s'est combiné avec la bactérie Prevotella pour attaquer en particulier les poumons, mais aussi d'autres fonctions. Pourquoi il peut y avoir des différences entre pays? Eh bien parce que certains pays ont des régimes alimentaires qui vont plus ou moins favoriser la présence de Prevotella dans le microbiote et donc avoir plus ou moins d'incidence lors de la contamination par le virus. Et ça explique aussi pourquoi la combinaison hydroxychloroquine et azithromycine, qui attaque à la fois et le virus et la bactérie, semble fonctionner. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Merci de la faire circuler, car si ça peut à nouveau en informer certains et en inspirer d'autres dans leur recherche, eh bien, j'en serais ravi.